Merci, Monsieur le Président. Écoutez, permettez-moi tout d'abord de vous dire mon plaisir et que je suis honoré de cette invitation. Je remercie la Société tunisienne de gynécologie et obstétrique, son président, son vice-président et l'ensemble de l'équipe. Juste une seconde pour vous dire que je suis très honoré d'être modéré par le professeur Radi Hamza, bien sûr, et par le professeur Makhlouf. Radi Hamza, c'est une grande histoire d'amour entre lui et Astarté. 30 ans de travail transméditerranéen, c'est même plus, ça a commencé en 1996, si Radi se rappelle de ça, 1996. Donc, si Radi, grâce à toi, Astarté existe, grâce à toi, nous sommes là. Que soit remercié. Alors, donc, mon propos, je vais être rapide parce que la science existe dans les livres et sur Internet. Donc, je vais juste, c'est me contenter de vous livrer quelques messages. Le message numéro 1, c'est que le cancer des ovaires représente en 2023 un défi majeur, toujours, pour les cliniciens, pour les radiologues et pour tous ceux qui s'en occupent. 2, il n'est pas concevable en 2023 de parler du cancer des ovaires, une masse à l'ovaire, une masse annexielle, sans utiliser la classification ORATS. Vous faites 3 pages de description, on n'a rien à cirer, il faudra... C'est comme le sein. Mais le sein, maintenant, on ne peut pas parler du sein sans BARATS, la prostate, PIRATS. Et les ovaires, ORATS. Pourquoi? Parce que d'une part, je passe vite, on va repasser si vous avez le temps. S'il n'a pas le temps, j'arrête. Pourquoi? Parce que ça facilite la communication. Que vous soyez à Tunis, à Hammamat, ou vous soyez à Hong Kong, ou vous soyez à Paris, on va vous comprendre. Vous êtes ORATS 4, on va comprendre. Et derrière ORATS, il y a la conduite à tenir, la prise en charge. C'est ça qui compte pour la patiente. Et puis, troisième message, c'est très important, c'est un travail d'équipe. Le cancer des ovaires, c'est un travail d'équipe. Et le chef de l'équipe doit être un cancérologue, gynécologue. Et nous sommes tous, et les chefs d'orchestre, nous sommes tous sous ses ordres. Les radiologues, les oncologues, les chirurgiens, etc., tout ça. Ça doit se faire dans un centre spécialisé. Ce n'est pas n'importe où la prise en charge des ovaires. Voilà. Donc, c'est 3 messages primordiaux à mon sens. Alors, donc, je vais redire un petit peu que ça représente un défi majeur et c'est le cancer féminin, selon la littérature qui peut varier, hein, où il y a la mortalité la plus importante. Hein. C'est plus important que la mortalité d'un cancer du sein, bien qu'il est moins fréquent. D'accord? Mais il représente un challenge et un défi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de signe clinique spécifique. Alors, le sein, on peut avoir une boule, on peut avoir des ganglions sous-mammaires, on peut avoir un écoulement, etc. Ou le pot d'orange, l'extraction. Mais ici, il n'y a pas de signe spécifique. Un petit peu mal au ventre, un petit peu du gaz, un petit peu de trucs, etc. Jusqu'au moment où, c'est énorme. Donc, c'est ce qui explique. On doit beaucoup j'aime beaucoup l'histoire de médecine, donc je me permets de me faire plaisir, vous faire plaisir aussi, parler de ce monsieur McDowell américain, qui a opéré la première fois les ovaires dans les années 1800 et quelques, pour une femme qui avait 40 ans, qui suspectait d'être enceinte, et en fait, il n'en était rien. C'était une tumeur de l'ovaire. Et suite à cette opération, la dame a resté en vie pendant 20 ans. Vous voyez, c'est passionnant. Si vous souhaitez, on peut en parler après. Donc, c'est le 7e cancer diagnostiqué selon la littérature féminin chez les femmes. Et pourquoi c'est gravissime? La forme la plus importante, nous sommes radiologue, vous êtes gynécologue, mais l'anapathe, c'est très important.
L'ovaire, c'est un organe où il n'y a pas de séreuse. Donc, il y a un contact permanent et direct avec le péritoine. Et si on sait que le cancer des ovaires le plus fréquent, c'est le cancer épithélial, 85% à peu près, on va voir, et on va comprendre que dès qu'il y a le cancer en contact avec le péritoine, il y a l'acide, il y a la carcinose, et it's too late. C'est trop tard, déjà. Selon les statistiques, c'est le deuxième cancer des femmes aux États-Unis. C'est très fréquent aux États-Unis et au Canada. C'est moins fréquent au Japon. En France, 40% survie pour 5 ans et 32% pour 10 ans. Mais le pronostic en France s'améliore. Pourquoi s'améliore? On ne sait pas trop, mais on dit que c'est le contraceptif oral, oraux. Voilà. La France, c'est le pays qui consomme le plus de contraception. Donc en France, je vais rapidement maintenant, j'ai dressé le tableau, les contours de l'affaire, on va entrer dedans. En 2018, en France, il y a eu 5200 cas. Pour le cancer du sein, on dit que si on se promène, on dit une femme sur 8 a eu ou aura cancer du sein. Alors, cancer des ovaires, une femme sur 70. Vous allez me dire, c'est pas beaucoup. Moi, je dis, c'est pas beaucoup au chiffre, mais en gravité, c'est énorme. Donc, comme je vous ai dit, c'est dû essentiellement à l'absence de signes cliniques spécifiques. Le type, je reviens, on n'est pas des photographes, on est des médecins, des radiologues, donc ils doivent connaître, et vous aussi, vous savez mieux que nous, que le cancer le plus fréquent, c'est l'épithélial, 85%, 15% c'est le germ cell tumors, cord stromal tumors, etc., 15%, et tout ça c'est documenté. Il y a un papier très intéressant dans Radiographics qui date de 2021 où il montre qu'il y a une concordance, une similitude entre l'aspect macroscopique en apathe et l'aspect macroscopique en imagerie. On peut en parler aussi. Voilà, l'exemple est à votre disposition, et ça c'est la référence de l'article. C'est très intéressant. Donc, déjà en imagerie, on peut prédire quel type d'anapathe. Donc, on prédit le risque. Alors, imagerie médicale. Alors, maintenant, on entre dans le monde magique de traitement. Quel est le but de traitement du cancer des ovaires? Vous savez mieux que moi. Moi, je suis néophyte par rapport à ça. Le but, c'est enlever le tumeur et les métastases ou les réduire. Le but, c'est ralentir le développement des tumeurs et des métastases, réduire le risque de récidive et prévenir les symptômes, les complications de traitement. Essayer de prévenir et les alléger. Le traitement, c'est alléger les complications parce que le traitement, on va voir, c'est lourd, le traitement de cancer des ovaires. Ça, c'est documenté aussi. Alors, le traitement standard, c'est quoi? C'est bien entendu la chirurgie et la chimiothérapie. On va voir que les choses évoluent. Mais il y a la chirurgie conservatrice, vous savez mieux que moi, pour surtout quand il y a un problème de fertilité à conserver. Et il y a dans le stade avancé, ou selon l'âge, c'est la chirurgie agressive, réductrice, évacuatrice, les chirurgiens... Comment vous savez qu'une dame qui a été bien opérée ou non, cancer des ovaires? Regardez les cicatrices. Si les cicatrices vont du sternum au pubis, donc les chirurgiens essaient de tout enlever, ce qu'il a pu enlever. On va voir comment l'imagerie médicale lui dit « Ah, vous n'avez pas tout enlevé, il y a encore des îlots ici. » Des fois, il n'arrive pas à tout enlever parce que c'est collé au diaphragme, ou collé à l'aorte, etc. Mais il y a vous voyez, ce qui est entré en jeu récemment, pas récemment, il y a quelques années, c'est un inhibiteur des barbes. Le barbe, normalement, aide à réparer l'ADN qui répare les cellules. Les inhibiteurs empêchent de le faire. Mais en préalable, et ça changé le pronostic dans les formes avancées, beaucoup changé, mais en préalable, il faut faire le HRD testing pour voir s'il est muté ou non. Et ça, c'est le même principe, subhanallah, c'est le même principe
dans l'ovaire, la prostate et le sein quand il y a une mutation. Alors, quel est le rôle de l'imagerie médicale maintenant? On va passer très vite, bien sûr. La clinique ne suffit pas à détecter la tumeur souvent, donc l'imagerie médicale va assister à la détection, à la caractérisation, au staging TNM, surveiller le traitement et prédire le succès de la chirurgie. Comme je vous ai dit, Monsieur Mohamed a opéré la dame. Il a fait une évacuation complète, le plus complète possible. En imagerie médicale, on va contrôler, on va savoir si l'évacuation est complète ou encore il faut qu'elle revienne opérer de nouveau, par exemple. Donc, la chirurgie, c'est la chirurgie cytoréductrice. Quels sont les modes d'imagerie qu'on peut utiliser? Qu'est-ce que nous avons à notre disposition? Nous avons bien entendu l'échographie, et l'échographie transvaginale, qui est opérateur dépendant, bien entendu. Et qui est la ligne de défense numéro 1. Toute masse annexielle, ovarienne, etc., c'est l'échographie transvaginale, qui est faite par quelqu'un qui sait faire. Ensuite, c'est le scanner injecté, contrast enhancement, CT, et qui aide dans le bilan d'opérabilité, s'il est opérable, s'il y a une métastase ou non, et participe à N et M. D'accord? Et puis, il y a la résonance magnétique, MRI, injectée aussi, qui est la ligne de défense numéro 2, après l'échographie. On va voir que quelqu'un qui sait bien faire l'échographie va régler à peu près 75% des problèmes. Le reste, 25 problèmes, c'est l'IRM qui va les régler pour la détection, et après l'IRM va assister à la caractérisation, au bilan d'extension, etc. Et puis, quatrième chose, et ça c'est un message important à vous livrer, que actuellement, la scène est dominée par l'imagerie moléculaire. Moléculaire métabolique, FDG, PET scan, PET IRM. PET IRM est le top 20 actuellement. Vous voyez, si vraiment on veut, et c'est PET IRM, surtout le Ramadan, PET IRM qui va nous dire est-ce qu'il reste des îlots après la chirurgie? On va surveiller le traitement, on va voir. Alors je vais passer rapidement les 4 techniques. L'échographie, vous faites l'échographie transvaginale, c'est bien. La première ligne de défense, comme je vous ai dit, ça règle 75% des cas, le reste des cas, c'est l'IRM. Le rôle de l'échographie, comme on a dit tout à l'heure, elle va détecter, caractériser, etc. Elle va confirmer l'origine, elle va suivre le traitement, elle va donner des arguments. C'est là, encore un message, des arguments en faveur de la bénignité ou la malignité. Plutôt, on cherche des arguments en faveur de la malignité. Quels sont les arguments en faveur de la malignité? C'est l'acide, vous savez bien, ou la présence des implants péritonéaux, ou les métastases, etc. Alors, quelles sont les limites de l'échographie? D'abord, l'origine de la masse. Des fois, quand c'est énorme, on n'arrive pas à dire cette masse est de quelle origine. Et deuxièmement, l'écostructure de la masse. Des fois, on ne sait pas trop. Est-ce que c'est vraiment du liquide? On ne sait pas trop. Des fois, ce n'est pas évident. Dans 75%, c'est facile, mais d'autres, non. Regardez encore d'autres limites de l'imagerie. Vous avez l'ovaire droit et l'ovaire gauche. Hein? Il y a un kyste, une lésion kystique à droite et à gauche. Dans chaque kyste, il y a un bourgeon. Un bourgeon où il y a une portion solide. La présence d'une portion solide, c'est en faveur de la malignité. Mais rien ne ressemble à une image que notre image que nous avons dit hier. Si on regarde avec l'anapathe, l'ovaire gauche, c'était un borderline, papilli serous tumor, c'était un carcinome bas grade, gauche, et à droite, c'était borderline. Alors, en imagerie, ça se ressemble. L'un est malin, l'autre est bénin. Il y avait une élévation des marqueurs chez la femme. Alors, maintenant, vous savez, beaucoup de vous savent que les Américains, la Société américaine de radiologie, il a mis en place ORATS, classification ORATS,
qui permet, comme je vous ai expliqué, de mieux communiquer et de prédire la conduite à tenir en fonction de degrés, comme les BERATS, degré, suspicion, malignité. Voilà, c'est ça. Je pense que Luc l'a montré ce matin aussi, a montré pour le sein. Alors, je ne veux pas vous embêter, vous donner des céphalées à cause de... C'est un lexique, c'est un atlas. Il suffit de le regarder. Je mets tout à votre disposition ici. Vous regardez sur Internet, vous regardez partout. Il y a ORATS 1 à 5 en fonction de suspicion de malignité. 1, c'est physiologique, ORATS 1, une masse physiologique, comme le corps jaune au follicule. 2, c'est une masse soit graisseuse, soit endométrium, soit hémorragique, etc., qui est moins de 10 cm. 3, ORATS 3, c'est une masse kystique qui dépasse 10 cm. Il y a un petit peu de cloison, de septa dedans. Il y a vascularisation faible. Vascularisation. 4, là, je vous laisse les détails, je vous passe les détails. 4, il y a 3 bourgeons, par exemple, sur les parois. Il y a des cloisons avec vascularisation moyenne. 5, il y a plusieurs bourgeons, plusieurs papilles sur le mur, et puis une forte vascularisation. Voilà. Donc, ça nous permet déjà à l'échographie de prédire. Mais le problème, comme je vous ai expliqué, d'abord, est-ce que la masse appartient à cet organe, à l'ovaire, quand il est énorme? Et deuxièmement, est-ce que la masse est vraiment anéchogène ou échogène, etc. Et puis, sachant que 10% des femmes qui ont des masses ne sont pas des masses qui appartiennent aux annexes, ni à l'ovaire. Ça peut être le côlon, ça peut être autre chose. Ça peut être le rachis, ça peut être le sacrum, ça peut être cystocèle et la akhri. Alors, il faut savoir, maintenant, on est entré dans l'IRM. On a fini l'échographie, on entre dans l'IRM. L'INCa, l'Institut national de cancer en France, recommande d'utiliser l'ORATS. L'ORATS remplace l'ancien système qui existait avant. Et voilà, qui s'appelait ADNEX. ADNEX, maintenant c'est remplacé par ORATS, c'est Haute Autorité de Santé et c'est l'Institut national de cancer qui recommande de l'utiliser. L'avantage d'IRM par rapport à l'échographie, qui n'est pas opérateur dépendante, c'est-à-dire on peut reproduire les images, reproduire les lésions. Alors, maintenant, en imagerie, on a dit, c'est très important, ça c'est encore un message. On va s'orienter vers la malignité ou la bénignité, vers la malignité plutôt. Sur quoi on va être basé? C'est là, c'est important, c'est là on entre dans le DASAM. Sur 2 éléments, la morphologie et le rehaussement, la vascularisation. La morphologie, est-ce que c'est purement liquidien ou est-ce qu'il y a des portions solides? Et deuxièmement, la vascularisation. À l'IRM, on a 3 moyens de quantifier la vascularisation. Attention, c'est à l'œil nu, on dit ça rehaussé, ça paraît haussé. 2, on peut avec un logiciel donner la couleur. Quand c'est rouge, par exemple, c'est par conventionnement. On peut inverser. Quand c'est rouge, on dit ouais, ça a rehaussé. Quand c'est bleu, ça ne rehausse pas. Et la chose la plus importante, c'est la courbe de prise de contraste. Et ça, cette notion, c'est très important. Quelqu'un qui n'utilise pas la courbe de rehaussement ne devrait pas faire d'ovaire. Je suis désolé de vous le dire, mais vous allez voir et vous allez me dire si vous êtes d'accord ou non. C'est très important, c'est récent, c'est maintenant dans le monde, c'est comme ça. Il faut plus se contenter de décrire une masse. Il faut vraiment faire une approche de prédiction à la masse. Et si on ne fait pas la courbe, on ne pourra pas. Alors, pourquoi c'est important? Parce que ORATS 2, ORATS 3, c'est traitement conservateur, que ce soit chirurgie conservatrice, et 4 et 5, c'est le traitement d'évacuation totale. Alors maintenant, on a dit de 1 à 5.
on va commencer par ce qui est simple. Si vous avez l'acide, si vous avez des implants péritonéaux à l'IRM, c'est Barat 5. Réglé. L'affaire est réglée. Vous n'avez pas besoin de philosopher. Si c'est fatty, c'est-à-dire c'est la graisse, il y a la graisse dedans, ou il y a du sang dedans, ou il y a l'endométrium, hein, où il y a du liquide, que de liquide, sans paroi, qui ne hausse pas, etc., c'est réglé, c'est ORATS 2. Qu'est-ce qu'il nous reste? 3 et 4. 3 et 4, on va les savoir comment. Ça, c'est un exemple. C'est un kyste. C'est un kyste. Vous allez voir en T1. Il est en T1. Il est comment? Il est un peu hypersignal. En T1 avec suppression signale de la graisse. Il est un hypersignal encore. On a fait le T2. T2 qui est en bas. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Un kyste, normalement, en T2, il est un hypersignal. Qu'est-ce qui se passe ici? En T2, il y a une chute du signal. On appelle ça shading. Shading, ça veut dire il y a du sang dedans. Et la preuve, quand on a injecté, là, on a injecté ici, ça paraît haussé. Donc, c'est un endométrium. Vous voyez? C'est ORATS 2. Alors, on a dit le rehaussement. Il y a un autre élément qui nous aide beaucoup, c'est la diffusion, comme a dit Madame le professeur. La diffusion. Normalement, une masse liquidienne, elle est quoi en T2? Elle est quoi en T2? Une masse liquidienne. Il est hyper intense. Hyper intense, d'accord. Alors, si la masse en T2, elle est un hyposignal ou un signal intermédiaire, il est suspect. Qu'est-ce qu'on va faire? On va s'aider, avant d'injecter, on va s'aider par la diffusion. Si en diffusion, il n'y a pas d'hypersignal, c'est réglé, c'est ORATS 2. C'est réglé, c'est fini. Alors, s'il est un signal intermédiaire en hyposignal T2, il est suspect. S'il est un hypersignal de fusion avec chute ADC, il est très suspect. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va régler l'affaire? On va injecter, on va regarder les courbes. Voilà. Vous voyez? Mathématiques. Vous êtes fort en mathématiques, vous comprenez ça très facilement. C'est maintenant c'est comme ça qu'il faut faire. Il ne faut plus s'amuser à décrire. Moi, le premier. Alors, si on va voir, et ça, c'est vous êtes gynéco, mais quand même, vous devez savoir un petit peu, parce que votre radiologue préféré, il faut l'interroger s'il fait ça ou non. S'il ne fait pas ça, ce n'est plus votre préféré. Il faut changer. Quand il y a le haussement, et ça c'est l'informatique, ce n'est pas moi, il y a 3 types de courbes. Courbe numéro 1, qui est un rehaussement permanent faible. Courbe numéro 2, il y a un plateau qui est 50-50, moitié malin, moitié machin. Et il y a une courbe où il y a wash out. On va voir. Ça monte, ça descend. Et ça, c'est méchant, souvent. Il n'y a pas de règle en médecine. Médecine n'est pas une science infuse, exacte. Voilà. On va voir. Vous voyez, numéro 1, pointillé. Numéro 2, le plateau. Numéro 3, chute. Donc, on revient à notre masse qu'on a dit tout à l'heure, qui est un signal intermédiaire en hyposignal T2, qui est un hypersignal de fusion. On a injecté. Si la courbe d'injection, c'est type 1, c'est ORATS 3. C'est très important. Donc, conservatrice, la thérapie. Si c'est type 2, c'est ORATS 4, donc chirurgie évacuatrice. Si c'est type 3, c'est certainement deblocking, on appelle ça le ouvrir et évacuer tout ce qu'on peut. Vous voyez, c'est très important. Donc, le radiologue a un rôle majeur maintenant pour prédire la bénignité et prédire le pronostic. Voilà. Ça, je vous donne un exemple. Vous voyez ici, ça, bon, ça c'est une masse qui est un signal, un hyposignal, voire intermédiaire T2. On a fait une diffusion qui est à côté, qui est un hypersignal hétérogène.
En T1, il est un hyposignal. En T1 injecté, FATSAT, ça rehaussé type 1. Ça rehaussé, mais type 1. Donc, c'est au RADS, combien? 3. Ça rehaussé. Au RADS 2, ça ne rehausse pas. Donc, ça rehaussé. Donc, c'est au RADS 3. Alors, maintenant, ça, c'est un autre exemple. Il y a un kyste en haut, un T2, ça brille en T2. Mais il y a une portion solide, qui est un hyposignal T2. C'est un intermédiaire. On a fait la diffusion de la portion solide qui est suspecte et hypersignal. On a injecté, ça c'était 1, et ça c'était un FATSAT injecté. On a injecté, ça a donné un courbe type 3, qui est là. Type 3. Donc c'est au RADS 5. 5. Bravo, bravo mademoiselle, bravo. Bravo ma collègue. Donc c'est au RADS 5. Je sais que ce sont des conceptions un peu compliquées, mais c'est comme ça qu'il faut voir les choses en 2023. Alors, on a parlé de diffusion un petit peu. La diffusion, ça sert à quoi aussi? Ça sert à quoi la diffusion? Hein? Oui, mais il y a... Si, il a chuté, mais ce n'était pas tout à fait typique. Oui, mais il aurait dû chuter. Mais ça, il y a une erreur, ça, ici. Voilà. Oui. Non, c'est courbe numéro 3. Alors, je vous ai dit courbe numéro 3, donc c'est au RADS 5. Au RADS 5, quand ça chute. Mais c'est pas bon, l'image n'est pas bonne. Voilà. Alors, maintenant, on parle de diffusion. La diffusion, ça sert à quoi aussi? La diffusion sert à une autre chose. C'est pour surveiller le traitement néoadjuvante, chimiothérapie néoadjuvante. C'est très important, ça vous donne une idée si ça a régressé en vue d'une chirurgie, si les lésions ont régressé. Ça, c'est un exemple criant. Vous voyez là. Vous avez une masse ovarienne rouge avec une atteinte ovarienne et une atteinte périnéale. L'atteinte ovarienne, c'est en bleu. L'atteinte ovarienne est en bleu, l'atteinte péritonéale, c'est en rouge, souligné par rouge. Après 3 cures de chimiothérapie, 3 courses, regardez, l'atteinte péritonéale a disparu et l'atteinte ovarienne a beaucoup diminué. Donc, on peut aller opérer. Ce que vous dites, docteur Lana, c'est très intéressant, mais il va peut-être falloir accélérer un peu. Il y a une session d'échocardiaque fœtal. J'y vais rapidement. Maintenant, je vais passer très vite. Le scanner, on a dit, c'est bilan d'opérabilité, s'il y a des métastases ou non, surtout dans le thorax. Et puis, il est recommandé, si la patiente est allergique, ne pas injecter, faire un scanner thoracique sans IV, et puis sans injection, et faire une IRM pelvienne. Voilà. Le CT aide dans la classification NM, et puis il peut caractériser une masse s'il est graisseuse, par exemple. Ça, c'est un exemple. Il y a l'acide, il y a une masse cloisonnée, etc. Donc ça, vous pouvez tout de suite. Alors, on termine. Le 4e type d'image, c'est l'image moléculaire. L'image moléculaire, c'est très important actuellement. Pourquoi? Pour dire aux chirurgiens, vous avez tout enlevé ou il en reste encore un petit peu. Parce que s'il reste un petit peu, le FDG ça va prendre des FDG, ça va briller. Hein? Le PET scan, n'est pas bien pour le T, la classification T. Par contre, il est très bien pour le N et pour le M, nodule et pour le métastase. Par contre, le PET IRM, comme l'IRM est fort en contraste, donc ça nous montre bien la masse, ça montre bien la tumeur, donc c'est bien pour T. Donc, le PET scan fait TNM, le PET IRM, pardon, fait TNM, alors que le PET scan fait N et M. C'est clair, l'idée? Voilà, c'est le PET IRM qui est le top actuellement. Alors là, je termine avec cet exemple. Je passe vite. En bas, vous avez
une masse ovarienne multiloculaire. Et quand on a fait le BET IRM, c'est IRM ça. Quand on fait BET IRM, on voit bien que ça uptake, elle prend le FDG. Et quand on injecte, ça c'est une IRM classique, quand on injecte, on voit bien qu'il y a un épaississement, un rehaussement des cloisons. Quand on a fait l'anapathe, on a trouvé que c'était un cancer. Donc il y a une concordance entre le BET scan et le BET IRM et l'IRM classique. Par contre, regardez ce cas-là. Le cas-là, on a fait le BET IRM, il n'y a pas de rehaussement, il ne prend pas le FDG. On a fait l'IRM classique, ça a rehaussé. Croire qui? Quand on a fait l'anapathe, c'était bénin. Ça, c'est pour vous dire que dans ce cas-là et d'autres cas, ça c'est un cas de mon service, hein, et le BET IRM est largement plus fidèle. Alors, ça c'est l'organigramme, si vous voulez, c'est l'arbre décisionnel. Je vous laisse à votre disposition. Maintenant, le message à vous livrer, c'est que l'imagerie a beaucoup évolué. Elle participe maintenant à la prise en charge et à la prédiction de la maladie et pour dire à quel moment le chirurgien doit intervenir. Et puis, deuxième chose, le rôle de l'imagerie, on l'a détaillé largement. Et troisième chose, il faudra toujours une collaboration multidisciplinaire. Et le chef d'orchestre, c'est un gynécologue, oncologue, et dans un centre spécialisé. Et tout le monde est à son service. Au service de la patiente, à ses ordres, je veux dire. Il n'est pas concevable en 2023 de parler de l'ovaire sans parler au RATS. Et dernière chose, la prédominance actuelle de l'imagerie moléculaire métabolique. Vous avez vu, le BET IRM est supérieur à l'IRM normal injecté. Le BET scan est supérieur au scan normal injecté. Voilà, ça c'est quelques références. D'ailleurs, tout ce que j'ai dit, c'était documenté. Je vous remercie.